Alors, nous avons une question traditionnelle aux invités que nous rencontrons à l'Étrange Festival. Nous leur demandons leur définition du terme étrange. Très bien. Bertrand. Non, allez-y. Moi, je suis. Étrange, c'est ce qui vous... C'est un peu comme extase pour moi. C'est ce qui vous sort de votre être là, de vos limites. C'est ce qui vous déporte en dehors de votre lieu intime. C'est une forme... se faire étranger. Moi, c'est ça. C'est être brusquement en position... Être à soi-même son propre inconnu. Je me deviens un inconnu, c'est pour ça. C'est ça. L'étrange, c'est ça. C'est dans la Bible, non? J'étais un étranger dans un pays étrange. C'est Abraham qui dit ça? Ça lui ressemble bien. Ça lui ressemble, hein? J'étais étranger dans un pays étrange. Pour moi, ça renvoie aussi à quelque chose comme une réminiscence prénatale. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui nous semble, sur le moment, ne pas rentrer dans l'ordre des choses. Donc, à ce moment-là, on est arrêté. Mais en fait, ça produit des souvenirs d'une vie antérieure ou d'une préparation à celle-ci. Alors, pour moi, étrange, c'est lié à une quasi-obscurité, quoi. C'est ce que je crois percevoir dans l'obscurité. Ces formes qui bougent, hein, c'est ce grain. Voilà, c'est ça l'étrange pour moi. J'étais de l'autre côté du miroir de l'univers, m'estompant dans la grisaille du passé avec Hauser et O'Brien, aux prises avec des démons pas encore nés. Bureaucratie télépathique, trust du temps, drogue de coercition, picousard de fluide lourd. William Burroughs. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Ah ben, mauvais genre, ça peut se définir très simplement, si on était un magazine hebdomadaire d'actualité, comme effectivement, c'est ça, c'est un magazine hebdomadaire d'actualité de la culture de genre. La culture de genre étant entendue au sens le plus traditionnel, c'est-à-dire les genres artistiques, les genres littéraires, le polar, la SF, le fantastique, l'érotisme, la pornographie, l'aventure, le comique, c'est-à-dire tous les genres qui sont labellisés comme tels et qui relèvent, disons anciennement, de la littérature populaire, de la paralittérature, plus récemment la littérature, des cultures marginales, des cultures underground, et de toute façon de littérature qui sont de genres artistiques qui sont transgressifs par nature et qui sont en tout cas qui ne sont pas reçus, qui sont reçus d'une façon extrêmement particulière. Donc c'est ça, mauvais genre à l'origine. Et puis ça s'appelle mauvais genre, c'est un clin d'œil à ceux qui trouvent que ces mêmes genres le sont, mauvais genre. Et c'est aussi une tentative régulière et récurrente de traquer cette inspiration un peu angoissante, un peu singulière, où qu'elle se trouve. C'est-à-dire qu'on peut trouver du mauvais genre aussi bien chez Kenneth Anger que chez Jean Giraudoux. Voilà, on n'est pas du tout dans un milieu déjà cartographié. On n'obéit pas à une topographie stricte. Le mauvais genre est partout. Le mauvais genre d'ailleurs ne se définit pas, il se ressent, il vous imbibe, il vous angoisse, il vous secoue. Bon, le mauvais genre est quelque chose qui se perçoit beaucoup plus qu'il ne se définit. C'est ça qui est important. Et donc, l'émission existe sur France Culture depuis 20 ans maintenant. Elle a changé de jour, elle a changé de durée, elle a changé d'heure, mais elle se maintient. Et elle répondait à un besoin très simple, c'est qu'en 1997, il y avait déjà eu avant des émissions sur le polar, la bande dessinée, le fantastique et tout. Mais il fallait, disons, un magazine régulier parce qu'à partir, c'est pas l'année 97, mais déjà à cette période, ça devenait une absolue nécessité, puisque la culture de genre devenait la culture générale, devenait la culture de tous, à la fois pour des raisons économiques et sociales. Et puis, cette culture devait donc avoir une sorte d'organe, si j'ose dire, un observatoire permanent, et ça a été la fonction de l'émission. Et dès le départ, on ne s'est pas donné de limite. On s'est assigné simplement
surtout d'éviter 2 écarts. Le premier, d'être dans une position fanique permanente, c'est-à-dire ah, c'est beau, c'est-à-dire d'être en une espèce d'extase frémissant chaque fois qu'on lisait un polar ou une bande dessinée. Non, ni le fan, ni au contraire ce qu'on pouvait appeler la lecture symptomale. Le polar, d'une certaine façon, révèle tel mal. Le polar, c'est un peu comme les boutons ou les rougeurs, ça renverrait à tel souvenir. Bon, c'est ni un symptôme, ni une espèce de réjouissance un peu bête comme ça. C'est quelque chose de, justement, comme vient de le dire, d'étrange, de menaçant, d'angoissant et de parfaitement délectable, bien évidemment. Quand Mauvais Genre a démarré, on était encore à l'époque de la VHS. Le grand événement, je me souviens, Mauvais Genre, ça a été de faire une émission d'1 heure sur les Vierges de Satan de Terence Fisher qui sortait chez TF1 Vidéo en VHS. Gros événement et à France Culture. Et bon, et voilà. Et très rapidement, on a vu effectivement la VHS décliner, en tout cas être remplacée par le DVD. Le DVD à la fois avec le zonage et tout ça, et très rapidement la puissance de feu du DVD a été telle que ça a complètement révolutionné la culture de genre, c'est-à-dire qu'on a eu à disposition brusquement certains films. Moi je me souviens des choses amusantes, la Spit on Your Grave, je me souviens, est passé une nuit à la Cinémathèque des Grands Boulevards dans une soirée, une carte blanche à Stéphane Derderian comme étant avec le bandeau, le film limite, le film. Bon. Et puis quelques années plus tard, je l'ai vu à 10 francs à la FNAC. Les choses sont claires, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'explosion, exactement comme une citerne qui se rompt et tout déferle comme ça, tout déborde, et ça a été ça le DVD, c'est-à-dire que tous les cinémas de tous les pays se sont mis à déferler, et parmi évidemment cette déferlante, il y avait du cinéma de genre en grand nombre, et alors là aussi bien du cinéma asiatique, de la cinéphilie, du cinéma érotique et pornographique, de l'animation, voilà, ça a été absolument décisif, et puis le câble a aussi, Internet, on joue un rôle déterminant avec les sites de fans, donc c'est vrai qu'on est arrivé au moment où ça basculait. Et puis même ce qui se passe avec YouTube, ou des films qu'on ne peut pas trouver nulle part, et puis depuis longtemps on en parlait, et puis on les retrouve tous sur YouTube. Bon, alors c'est bizarre de regarder des films sur YouTube, mais donc c'est possible. En fait, le truc c'est que pendant très très longtemps, la question c'était, on pouvait voir peu de choses, et c'était comment on pouvait voir tout le reste. Là, c'est plutôt comment on va trouver le temps pour voir tout. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est avec des. On va trier surtout. Voilà, c'est ça. Alors justement, c'est qui fait qu'une émission comme Mauvais Genre a une fonction de tri, c'est-à-dire un peu de sélection, parce que face à une offre aussi. Dire aux gens à la fois la copie, la version DVD est pas bonne parce que ça n'a pas, le master n'a pas été refait, les couleurs sont pas bonnes, c'est mal foutu, il manque, c'est la version c'est telle version, donc il manque des plans. Bon, ça aussi c'est une première chose, et puis aiguiller sur des films, parce que là ça devient hallucinant aujourd'hui. Puis ça a aussi brouillé pas mal de pistes. Enfin, en tout cas, ça a ouvert les vannes, comme tu disais. C'est-à-dire que les références aussi pour les cinéphiles, tous les curseurs ont bougé, quoi. Et ça, on s'en aperçoit dans les blogs. C'est-à-dire que les jeunes cinéphiles qui citaient Godard, qui citaient vraiment les grands cinéastes officiels reconnus, se sont mis tout d'un coup à redécouvrir Argento, Jodorowsky, et ce sont devenus des références, quoi. C'est vrai que tout ça, les cartes ont été complètement rabattues, quoi, à partir de ce moment. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis surtout, ce sont des cinéastes qu'on s'est mis à regarder selon un angle, je dirais, formel, oui, esthétique, non pas dans une espèce de péché de gourmandise ou un petit peu de cachotterie, mais comme des œuvres de cinéma. Là, il y a aussi une bascule, c'est-à-dire qu'on s'est mis à parler de ce cinéma à l'image d'autres avant nous, hein, parce que c'est pas des gens on n'a pas inventé, je dirais, le discours sur ce cinéma-là, loin de là. Midi Minuit Fantastique, et puis même avant, Starfix et autres étaient déjà là. Mais c'est sûr que à ce moment-là, on ne pouvait plus tenir sur tout ce cinéma le même discours, je dirais, qui s'est longtemps tenu, c'est-à-dire un discours un peu hautain, un peu méprisant, marginalisant. C'est un cinéma qui
qui nous est revenu dans la figure très efficacement avec le DVD, entre autres. C'est-à-dire que des gens comme Sam Raimi et autres, effectivement, ils ont été connus pour un certain type de film, mais ils sont devenus célèbres mondialement pour d'autres types de films. Donc là aussi, c'est l'éternelle histoire du changement de braquet. On commence par un petit film indépendant, tous, Romero, Wes Craven, Toby Hooper, et puis après, les moyens arrivent ou n'arrivent pas, mais quand ils arrivent, par nécessité, le cinéma change. Donc effectivement, on a été... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est confronté à la mutation de ce type d'imaginaire. Les films de vampires, les films de zombies ne sont plus l'équivalent, sont plus comme La Nuit des Morts Vivants. Mais ce qui est intéressant, c'est de les voir dans la longueur. Par exemple, le thème du zombie, on parlait de cette capacité aujourd'hui de voir tous les films, c'est de partir de White Zombie des frères Halperin en 31, je crois, et puis arriver jusqu'au film zombie actuel, voir un peu toute la... Mais c'est sûr que c'est la démocratisation, je dirais, oui. Le fait que c'est devenu la culture populaire, ce qui était appelé d'ailleurs la culture générale, fait que elle est obligée un petit peu de se décanter et de perdre du tranchant quand même, par nécessité. Après, il y a beaucoup de cinéastes qui ont démarré en faisant des films underground, des films radicaux, et qui après sont devenus des cinéastes un peu plus classiques dans leur filmographie. Ça peut-être ça peut paraître marginal aujourd'hui d'imaginer de commencer avec des œuvres radicales. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui préfèrent tout de suite commencer avec une œuvre classique, quoi. Donc on imagine ce que ça va donner après. Ça sera très radical, mais après. Mais quant à Godard, moi je le trouve très mauvais genre. Plus ça va, plus c'est mauvais genre. C'est extra, il n'a pas lâché l'affaire. Ah oui, il disait, je crois que c'est Mocky qui dit qu'il est le seul à faire 3 films par an. Il y a Godard également. Donc Godard, Mocky se retrouvent, c'est quand même génial. À quand Godard dans Mauvais Genre Ça c'est pourquoi pas. Oui, on peut essayer. Là, c'était. Ouais. Je note. On commence à prendre des notes, à noter des noms, mais je note. On se croyait immortel. C'était comme une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. Beaucoup de vos collaborateurs sont des anciens clients. Oui. Voilà, alors ça, c'est une ruse. Ouais. C'est une ruse. Non, effectivement, parmi les moments émouvants, il y a l'émission où Christophe Beer est venu en invité et a raconté sa vie, son chez les bonnes sœurs et tout ça. Là, ça a été étonnant. La première émission de radio de Jean-Baptiste Toré, quand il est venu parler de son livre sur Carpenter. Et puis après, et on sait ce qu'il en advint, comme on dit dans les contes de fées. Voilà, sinon, les grandes rencontres, il y a eu Eddie Bunker, par exemple, Oliver Stone. Il y a eu cet entretien qu'on a fait avec la revue Ténèbres à l'époque, avec Clive Barker, depuis Los Angeles, qui nous parlait de Jean Cocteau. Il y a eu Bruno Dumont, Jean-Louis Trintignant, et puis énormément de gens. Là, je ne saurais pas vous dire. Puis des moments, moi, c'est moins des noms et des choses que des instants, ce qu'on appelle les moments de grâce. C'est-à-dire que quand on a été en direct pendant des années et des années, et ce qui est important dans un direct, c'est qu'il y a toujours 30% dont on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est quand ces moments-là sont des moments de découverte en direct. C'est que quand sur le plateau, tout le monde, en même temps, converge et découvre la même chose. C'est un côté un peu garçon sauvage. Il y a brusquement un moment comme ça où il arrive la même chose à tout le monde. Il y a une espèce d'unanimité. C'est souvent arrivé dans le cinéma, choses comme ça. Et là, c'est très fort. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est plutôt les moments où quelque chose se fait lors de la communion et de l'épiphanie, pour reprendre un mot cher. L'effervescence. L'effervescence, voilà. Mais on doit arrêter. On va devoir les libérer pour aller... Ah, on va... Pour faire ce que vous devez faire.